Dans la version la plus ancienne du conte, le loup ne se contente pas d'essayer de descendre dans la cheminée, il brûle les 2 premiers cochons vivants. Dans la version des frères Grimm de Cendrillon, l'histoire commence comme beaucoup d'autres contes de fées, une jeune fille douce et gentille, mais victime de la cruauté de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Le père de Cendrillon, bien que vivant, est absent ou passif dans cette version, ce qui permet à la belle-mère d'imposer une autorité tyrannique sur la maison. Cendrillon est forcé de vivre comme une servante, la laissant souffrir des moqueries constantes de ses demi-sœurs, qui l'appellent Cendrillon en raison de sa corvée de nettoyer la cheminée. Mais malgré les mauvais traitements, elle garde une douceur et une bonté innées, se retirant souvent dans la forêt ou dans la solitude pour échapper à la brutalité de son quotidien. Un jour, le roi annonce qu'il organise un grand bal pour que son fils puisse choisir une femme parmi les jeunes filles du royaume. Bien que la belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon se préparent avec impatience pour l'événement, Cendrillon est laissé à la maison, noyé sous les tâches ménagères. Cependant, dans un acte de générosité, la fée marraine de Cendrillon, qui est une figure bienveillante mais mystérieuse, apparaît et lui offre de l'aide magique. Grâce à des pouvoirs enchantés, elle transforme une citrouille en carrosse, des souris en chevaux et les habits de Cendrillon en une magnifique robe de bal, tout en lui offrant des pantoufles de verre. Mais elle la met en garde, tout cela ne durera que jusqu'à minuit, l'heure où la magie disparaîtra. Cendrillon, dans sa splendeur, se rend au bal et attire immédiatement l'attention du prince. Mais à minuit, la magie se dissipe, et Cendrillon doit fuir précipitamment, perdant une de ses pantoufles en s'échappant du palais. Le prince, désespéré, lance une grande quête pour retrouver la mystérieuse jeune fille. Il parcourt le royaume, et lorsqu'il arrive chez Cendrillon, ses demi-sœurs essaient de forcer leurs pieds dans la petite pantoufle. Mais c'est Cendrillon qui, grâce à sa douceur et sa pureté, est finalement reconnu. Cependant, le conte ne se termine pas sur une simple célébration de la victoire de la vertu. La cruauté des demi-sœurs est exposée d'une manière beaucoup plus dure que dans la version de Disney. Dans la fin originale des Grimm, les demi-sœurs, jalouses et vaines, tentent de s'inviter à la fête de mariage de Cendrillon. Mais au lieu de vivre heureux pour toujours, elles reçoivent une punition amère. Alors qu'elles arrivent à la cérémonie, des pigeons leur arrachent les yeux, les rendant aveugles. Cette fin sombre, loin d'être une simple récompense pour la bonté de Cendrillon, souligne la cruauté de la vie et l'idée que l'injustice, bien que temporairement triomphante, finit toujours par être punie, d'une manière brutale et sans pitié. Dans le conte original de La Petite Sirène, écrit par Hans Christian Andersen, l'histoire est empreinte de mélancolie et de douleur, bien loin de la version édulcorée et joyeuse que Disney a popularisée. La petite sirène vit au fond de l'océan avec son père, le roi des mers, et ses nombreuses sœurs. À l'âge de 15 ans, chaque sirène est autorisée à visiter la surface de l'océan pour découvrir le monde des humains. Lorsqu'elle atteint cet âge, la petite sirène nage à la surface et observe un magnifique prince sur un navire. Elle tombe immédiatement amoureuse de lui, mais une tempête éclate, et le prince est projeté par-dessus bord. La petite sirène le sauve de la noyade et le laisse sur une plage, veillant sur lui de loin, avant de disparaître dans les vagues. Obsédée par son amour pour le prince et par le désir de vivre sur terre, la petite sirène se rend chez la sorcière des mers pour lui demander de devenir humaine. La sorcière accepte, mais le prix à payer est élevé, la petite sirène doit renoncer à sa voix, qui est sa plus grande beauté. En échange, elle reçoit des jambes, mais chaque pas qu'elle fait sur terre est accompagné d'une douleur atroce, comme si elle marchait sur des lames de couteau. De plus, si le prince ne tombe pas amoureux d'elle et ne l'épouse pas, elle mourra et se transformera en écume de mer. La petite sirène accepte, et la sorcière lui coupe la langue, rendant le sacrifice irrévocable. Elle émerge sur la terre, sans voix, et rencontre le prince, qui est fasciné par sa beauté mais ne sait rien de son amour pour lui. Malgré leurs moments passés ensemble, le prince finit par épouser une autre femme, croyant que c'est elle qui l'a sauvé de la tempête. Le cœur brisé, la petite sirène reçoit une dernière chance de sauver sa vie. Ses sœurs lui apportent un poignard magique donné par la sorcière. Si elle tue le prince et laisse son sang couler sur ses jambes, elle redeviendra une sirène et pourra retourner dans l'océan. Mais la petite sirène ne peut se résoudre à tuer l'homme qu'elle aime.
À l'aube, elle plonge dans la mer et se dissout en écume, sa vie s'éteignant de manière tragique. Cependant, Andersen ajoute une touche de spiritualité, l'âme de la petite sirène n'est pas perdue. Elle devient un esprit de l'air, une fille des airs, et doit accomplir de bonnes actions pendant 300 ans pour espérer obtenir une âme immortelle et accéder au paradis. L'histoire, malgré cette lueur d'espoir, reste une réflexion douloureuse sur le sacrifice, l'amour non partagé, et la quête de l'immortalité. Le conte de Le Petit Chaperon Rouge que nous connaissons aujourd'hui a été adouci avec le temps, mais la version originale de Charles Perrault est bien plus sombre et cruelle. L'histoire commence de manière familière, une jeune fille est envoyée par sa mère pour apporter des provisions à sa grand-mère malade. Avant de partir, elle reçoit des avertissements stricts pour ne pas s'écarter du chemin de la forêt. Le Petit Chaperon Rouge, en marchant, rencontre un loup rusé qui la questionne sur sa destination. La jeune fille, innocente et naïve, révèle qu'elle va chez sa grand-mère, et le loup se met à préparer un plan. Le loup s'empresse d'atteindre la maison de la grand-mère avant le Petit Chaperon Rouge. Il frappe à la porte, imitant la voix douce de la petite fille, et la grand-mère, ne soupçonnant rien, lui ouvre. Le loup bondit sur elle, la dévore sans aucune hésitation, et s'habille de ses vêtements pour se faire passer pour elle. Quand le Petit Chaperon Rouge arrive enfin, elle est surprise de voir que la porte est entr'ouverte. En entrant, elle trouve sa grand-mère au lit, mais quelque chose semble étrangement différent. C'est là que les détails morbides de l'histoire originale prennent toute leur importance. Dans la version de Perrault, il n'y a pas de chasseur qui arrive à la rescousse. Le Petit Chaperon Rouge s'approche du loup déguisé, et une conversation s'engage, avec les fameuses questions « Grand-mère, que vous avez de grands bras ?» et « Grand-mère, que vous avez de grandes dents ?» Le loup répond à chaque question avec une excuse, avant de révéler ses véritables intentions. Il saute hors du lit et dévore la petite fille sans pitié. L'histoire se termine ici, de façon brutale, et il n'y a aucun sauvetage ni de fin heureuse. La morale de Perrault est claire et bien plus directe, il met en garde les jeunes filles contre les dangers des hommes prédateurs, qui peuvent être aussi séduisants et rusés que le loup. Le conte devient ainsi un avertissement effrayant, une leçon sur la vulnérabilité et les conséquences de la naïveté. Perrault ne cherche pas à rassurer son public, au contraire, il veut choquer et marquer les esprits pour enseigner une leçon. C'est un récit qui ne laisse aucun espoir de justice ou de réparation, et le loup incarne une menace omniprésente, insidieuse, qui triomphe dans cette version originale du conte. Hansel et Gretel, frères et sœurs, vivaient dans une petite maison en bois, nichée dans une forêt dense, avec leur père, un bûcheron, et leur belle-mère. La famille était très pauvre et manquait souvent de nourriture. Un hiver particulièrement froid et cruel, alors que la neige recouvrait le sol et que les forêts semblaient plus sombres que jamais, la belle-mère, désespérée par la famine, convainquit le bûcheron d'abandonner les enfants dans la forêt. Pourquoi nourrir ces bouches inutiles? Ils ne servent à rien, disait-elle, son cœur aussi dur que la glace. Le père, bien que réticent, céda à la pression de son épouse. Dans la nuit noire, alors que les enfants étaient endormis, ils entendirent leur belle-mère dire au père qu'il fallait se débarrasser d'eux. Mais Hansel, toujours astucieux, avait entendu la conversation. Il se leva discrètement et ramassa des cailloux blancs qu'il glissa dans ses poches. Le matin venu, leur père, pris de remords, leur donna une miche de pain pour leur voyage dans la forêt et les emmena à travers les arbres noirs et menaçants. Une fois au cœur de la forêt, il leur dit de s'asseoir et attendit qu'ils s'assoupissent. Puis, il les laissa seuls et s'éloigna sans un mot. Hansel, qui avait laissé une trace de petits cailloux derrière lui, prit soin de guider sa sœur à travers la forêt. Ils arrivèrent à la maison, mais au lieu d'être accueillis par un lieu rassurant, ils se retrouvèrent dans une maison étrange, entièrement faite de pain d'épices, de bonbons et de chocolat, comme une tentation irrésistible pour des enfants perdus. Attirés par l'odeur sucrée, ils se jetèrent sur les murs, brisant des morceaux de la maison en suçant les sucreries. Mais cette maison appartenait à une vieille sorcière maléfique, qui, dès qu'elle les aperçut, comprit immédiatement que ses enfants seraient une proie facile. Elle invita les enfants à entrer, leur offrant une nourriture encore plus appétissante, et les logea dans une chambre douillette.
Mais Hansel et Gretel ignoraient qu'ils étaient tombés dans le piège d'une sorcière qui les enfermerait dans une cage pour les engraisser avant de les manger. Le lendemain matin, la sorcière enferma Hansel dans une cage en fer, comme un poulet prêt à être mangé. Elle commença à lui donner de la nourriture chaque jour, espérant qu'il grossirait. Quant à Gretel, elle était forcée de faire les tâches ménagères et de cuisiner pour la sorcière, qui, sans scrupule, attendait le moment propice pour dévorer son frère. Mais Gretel, bien plus astucieuse que la sorcière ne l'imaginait, faisait semblant de ne pas comprendre comment cuire le pain et lui apporter un os au lieu de l'os de son frère. Pendant des jours, elle trompa la vieille femme en lui montrant un os qu'elle lui demandait de regarder pour savoir si Hansel était prêt à être mangé. Puis, un jour, la sorcière, agacée par la lenteur de l'engraissement de Hansel, décida de tuer les enfants plus tôt que prévu. Elle alluma un four, et ordonna à Gretel de s'y glisser pour vérifier si la chaleur était adéquate. Gretel, qui avait compris les intentions de la sorcière, fit semblant de ne pas comprendre et demanda innocemment comment elle devait faire pour entrer dans le four. La sorcière, impatiemment, s'approcha du four pour lui expliquer. Gretel en profita et poussa la sorcière dans le four, refermant la porte derrière elle. La sorcière brûla vive, et les enfants étaient enfin libres. Ils coururent hors de la maison, retournant vers la forêt. En chemin, ils rencontrèrent un oiseau qui leur annonça la mort de leur belle-mère et leur père, rongés par la culpabilité, qui regrettaient d'avoir abandonné ses enfants. Il les retrouva, et, après avoir chassé la douleur et la souffrance de l'abandon, il les embrassa et les accueillit à bras ouverts. Ils rentrèrent chez eux, riches de l'or et des pierres précieuses qu'ils avaient trouvées dans la maison de la sorcière, et vécurent heureux, ne manquant plus jamais de rien. L'histoire du chat botté est un conte qui, derrière ses apparences légères, cache des manipulations et des tromperies calculées. Tout commence avec un meunier pauvre qui, à sa mort, laisse pour héritage à ses 3 fils un moulin, un âne et un chat. Le plus jeune des fils hérite du chat et se lamente de sa situation misérable. Mais ce n'est pas un chat ordinaire. Le chat, doué de parole et de ruse, propose au jeune homme de changer son destin. Il demande une simple paire de bottes pour pouvoir se mettre au travail. Une fois équipé de ses bottes, le chat commence ses manigances. Il se rend chez le roi et lui offre des lapins et des perdrix, capturés avec intelligence, en les présentant comme des cadeaux de la part de son maître, qu'il appelle le marquis de Carabas. Le chat charme le roi et s'assure que le nom de ce marquis fictif commence à circuler dans la cour. Pendant ce temps, il élabore un plan pour faire passer son maître, le simple fils de meunier, pour un noble puissant. Il ordonne à son maître de se baigner dans la rivière et cache ses vêtements. Lorsque le roi et sa fille passent en calèche, le chat crie à l'aide, prétendant que des voleurs ont dérobé les habits du marquis. Le roi, ayant été impressionné par les cadeaux précédents, ordonne qu'on habille le jeune homme de vêtements somptueux et l'invite à monter dans la calèche. Le chat poursuit alors son plan avec des ruses encore plus audacieuses. Il se précipite devant la calèche et menace les paysans qu'il croise, les forçant à dire au roi que les terres qu'il travaille appartiennent au marquis de Carabas. Le roi, impressionné par la richesse apparente de son invité, est de plus en plus persuadé de sa noblesse. Le point culminant de l'histoire est l'affrontement avec un ogre puissant qui possède un magnifique château. Le chat, n'ayant peur de rien, se présente devant l'ogre et le flatte en vantant ses pouvoirs magiques. L'ogre, fier de ses capacités, se transforme en lion pour prouver sa puissance. Mais le chat, rusé, le défie de se changer en une créature plus petite, comme une souris. L'ogre relève le défi, et le chat en profite pour le dévorer, s'emparant ainsi du château. Le jeune meunier, désormais le marquis de Carabas, épouse la princesse et devient un homme riche et respecté. Mais sous la surface de ce conte de fées se cachent des thèmes de manipulation, de tromperie et d'ascension sociale par des moyens peu scrupuleux. Le chat botté ne triomphe pas par la vertu ou le courage, mais par la ruse et l'intimidation, révélant une réalité où l'intelligence et la fourberie sont les clés du succès. Perrault conclut l'histoire avec une morale qui souligne l'importance de l'esprit vif, mais le récit laisse un arrière-goût amer, montrant que la ruse l'emporte souvent sur la moralité. Blanche-Neige, telle qu'elle est contée dans la version des frères Grimm, est bien plus effrayante et cruelle que l'adaptation colorée que Disney a popularisée.
L'histoire débute avec la reine, la belle-mère de Blanche-Neige, qui est obsédée par sa propre beauté. Chaque jour, elle consulte son miroir magique pour s'assurer qu'elle est la plus belle de toutes. Mais un jour, le miroir lui révèle que Blanche-Neige, qui vient d'atteindre ses 7 ans, a surpassé sa beauté. Remplie de rage et de jalousie, la reine décide d'éliminer sa rivale. Elle ordonne à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Mais l'ordre ne s'arrête pas là, la reine exige que le chasseur lui ramène le cœur, les poumons et le foie de la jeune fille, qu'elle prévoit de cuisiner et de manger, croyant que cela lui donnera la jeunesse éternelle. Le chasseur, touché par la beauté et l'innocence de Blanche-Neige, n'a pas le cœur de l'assassiner. Il la laisse s'enfuir et, pour tromper la reine, tue un sanglier, apportant ses organes à la place de ceux de la princesse. Blanche-Neige se réfugie chez les 7 nains, qui lui offrent de rester avec eux en échange de ses services. Elle s'occupe de la maison et partage leur vie simple. Mais la paix ne dure pas. La reine découvre, grâce à son miroir, que Blanche-Neige est toujours vivante et décide de la tuer elle-même. Déguisée en vieille femme, la reine tente d'assassiner Blanche-Neige à 3 reprises. La première fois, elle lui offre un corset serré qui l'étouffe presque. Les nains, en rentrant chez eux, la sauvent à temps. La deuxième tentative consiste en un peigne empoisonné que la reine plante dans le cuir chevelu de Blanche-Neige, mais les nains réussissent encore à la sauver. Finalement, la reine prépare une pomme empoisonnée. Blanche-Neige, méfiante au début, finit par croquer dans le fruit et tombe dans un profond sommeil, semblable à la mort. Les nains, incapables de la réveiller, la placent dans un cercueil de verre, où elle reste, belle et figée, pendant de nombreuses années. Ce n'est que lorsqu'un prince, attiré par sa beauté, demande à emporter le cercueil que le sort se rompt. Les porteurs trébuchent, et le morceau de pomme empoisonnée est éjecté de la gorge de Blanche-Neige, la ramenant à la vie. Quant à la reine, elle reçoit une punition bien plus cruelle. Lors du mariage de Blanche-Neige et du prince, elle est contrainte de danser jusqu'à la mort dans des chaussures de fer chauffées à blanc. Une fin brutale qui montre la violence de la justice dans les contes originaux. L'histoire de la Belle au bois dormant, telle que racontée par Giambattista Basile, est très différente de la version romantique que l'on connaît aujourd'hui. Elle commence de façon familière, avec une malédiction qui frappe la princesse peu après sa naissance. Lorsqu'elle grandit, elle se pique le doigt sur un fuseau empoisonné, tombant dans un sommeil profond et ensorcelé. Mais c'est là que les similitudes avec les versions modernes s'arrêtent. Dans cette version ancienne, il n'y a pas de prince charmant qui réveille la princesse avec un baiser doux et innocent. Au lieu de cela, la princesse reste endormie dans son château pendant de nombreuses années. Un roi, passant par là, découvre le palais abandonné et, voyant la princesse endormie, est frappé par sa beauté. Mais au lieu de la réveiller, il abuse d'elle alors qu'elle est inconsciente, et la quitte ensuite, sans qu'elle n'ait la moindre conscience de ce qui s'est passé. La princesse ne se réveille toujours pas, même après cet acte horrible. Cependant, elle tombe enceinte et, 9 mois plus tard, donne naissance à des jumeaux alors qu'elle est toujours plongée dans son sommeil. Un des nouveau-nés, cherchant à téter, mord le doigt de la princesse et retire l'écharde empoisonnée. Ce geste la réveille enfin, et elle découvre avec stupeur qu'elle est devenue mère. Le roi revient finalement pour la voir, mais cette fois, il éprouve de l'affection sincère pour elle. Cependant, la situation est loin de s'améliorer. Le roi est déjà marié à une reine jalouse et cruelle, qui découvre bientôt l'existence de la princesse et de ses enfants. La reine ordonne alors que les enfants soient capturés et cuisinés pour être servis au roi. Mais le cuisinier, pris de pitié, cache les enfants et remplace le plat par de la viande d'animal. Lorsque la reine découvre que son plan a échoué, elle tente de tuer la princesse en la jetant dans un feu. Le roi intervient juste à temps, sauvant la princesse et condamnant la reine à une mort cruelle dans les flammes. La fin de cette version est loin d'être une histoire de rédemption douce, elle est remplie de trahison, de violence et de vengeance brutale, montrant à quel point les contes de fées pouvaient être sombres et perturbants. Les Trois Sœurs est un conte qui, bien que moins connu que leurs autres œuvres célèbres, offre un aperçu fascinant de l'avidité, de la jalousie et des conséquences des choix égoïstes. Contrairement à beaucoup d'autres contes où la morale est claire et facile à déchiffrer,
cette histoire contient une série de rebondissements qui montrent comment l'égoïsme peut détruire des vies. Le récit commence dans un petit village où 3 sœurs vivaient avec leur père, un pauvre fermier. Chacune d'entre elles avait des personnalités très différentes. La plus âgée était égoïste et ambitieuse, cherchant toujours à obtenir plus que les autres. La cadette était douce et honnête, mais manquait de courage face aux autres, et la benjamine, bien que jeune, était la plus sage et la plus généreuse des 3. Le père, bien qu'il les aimait toutes, se sentait souvent dépassé par les demandes de ses filles. Malgré les difficultés financières, il faisait de son mieux pour les satisfaire, mais il se savait incapable de donner à chacune ce qu'elle voulait. Un jour, un mystérieux vieil homme se présenta à leur porte, demandant un peu de nourriture et d'abri pour la nuit. La benjamine, fidèle à son caractère, l'invita à entrer et partagea avec lui ce qu'elle avait, bien que ce fût peu. Le vieil homme la remercia, puis, avant de partir, il lui offrit un cadeau magique, un sac sans fond, qu'elle pourrait remplir de tout ce qu'elle désirait. Il lui expliqua que le sac ne devait être utilisé que dans les moments de grande nécessité et qu'il serait une source de richesse infinie pour quiconque savait l'utiliser judicieusement. Lorsque les 2 autres sœurs découvrirent le cadeau que leur cadette avait reçu, elles furent jalouses et dégoûtées de l'injustice de la situation. En elles grandit une soif d'avoir ce que leur sœur possédait, et elles commencèrent à comploter pour obtenir à leur tour un tel sac. Elles mirent alors en œuvre un plan pour exploiter la générosité de leur sœur et voler le précieux objet. La sœur aînée, après avoir entendu l'histoire, s'aventura dans la forêt, espérant croiser à son tour le vieux voyageur. Elle réussit à le retrouver et, usant de flatteries et de promesses, obtint un sac similaire, mais elle le utilisa sans modération. Au début, tout allait bien, elle remplissait le sac de bijoux et d'or. Mais au fur et à mesure qu'elle en abusait, le sac commença à se déchirer, et tout l'or qu'elle y mettait se retournait contre elle. Chaque fois qu'elle tentait d'en obtenir davantage, le sac se vidait à une vitesse vertigineuse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Rien ne lui suffisait. Elle chercha alors le même sort pour la 2e sœur. Celle-ci, plus ingénieuse, se rendit également dans la forêt, et par une ruse habile, réussit à obtenir un sac encore plus grand. Mais là encore, l'histoire se répétait. Au lieu de partager le don, elle l'utilisa de manière égoïste et injuste, voulant toujours plus. L'avidité la conduisit à gaspiller une richesse infinie, jusqu'à ce que, comme sa sœur, elle se retrouve sans rien. Et ainsi, les 3 sœurs étaient désormais dans la même situation désastreuse, dépouillées de leur richesse par leur propre égoïsme. Les 3 sœurs se retrouvèrent de nouveau chez leur père, mais cette fois-ci, leur cœur était lourd de regrets. L'aînée, consciente de son erreur, essaya de racheter sa faute en offrant des objets précieux à ses sœurs, mais il était trop tard. Leur retour au village fut marqué par un sentiment de perte irrémédiable. Le père, bien que désespéré par les choix de ses filles, leur offrit son soutien et son amour, leur enseignant que le véritable trésor réside dans la générosité et l'humilité. Le conte des 3 sœurs s'achève sur une note amère. Les 3 filles, ayant eu tout ce qu'elles désiraient, ont finalement tout perdu à cause de leur cupidité. La morale de l'histoire est évidente, l'avidité et la recherche incessante du pouvoir et de la richesse peuvent détruire ceux qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Bien que l'amour et la générosité du père soient présents, il est clair que les filles, pour se racheter, devront faire bien plus que réparer les torts matériels. Elles devront apprendre une leçon bien plus profonde sur l'humilité et la nature éphémère des biens matériels. La Reine des Neiges n'est pas simplement une histoire de sœurs unies par l'amour, mais un conte complexe sur la lutte entre le bien et le mal, avec des nuances de peur et de souffrance. Le récit commence par un miroir maléfique créé par un troll, qui a le pouvoir de tout déformer. Ce miroir brise la beauté, transforme la bonté en laideur, et amplifie les défauts. Un jour, le miroir se brise en 1000 morceaux, et les éclats se dispersent à travers le monde. L'un de ces morceaux entre dans l'œil d'un garçon nommé Kay, qui vit avec sa grand-mère et sa meilleure amie, Gerda. Une fois l'éclat en lui, le cœur de Kay devient froid, et il commence à voir le mal partout. Bientôt, Kay est attiré par la Reine des Neiges, une figure froide et belle qui vit dans un palais de glace. Elle l'emmène avec elle dans son royaume, et il oublie tout de son ancienne vie. Gerda, désespérée, part en quête de le retrouver. Son voyage est rempli d'épreuves,
et elle doit faire face à des forces sombres, des forêts ensorcelées, et des personnes qui ne cherchent qu'à la piéger ou l'induire en erreur. Mais elle est guidée par son amour pour Kay et ne renonce jamais. Pendant ce temps, Kay vit dans le palais de glace, où son cœur est complètement gelé. La Reine des Neiges lui donne des tâches impossibles, comme composer le mot éternité avec des morceaux de glace. Kay, sous l'emprise du mal, reste apathique, incapable de se libérer. Gerda finit par arriver au palais, et c'est sa pureté et son amour qui brisent le sortilège. Elle pleure, et ses larmes brûlantes fondent la glace dans le cœur de Kay, et l'éclat du miroir maléfique en sort. Libéré de l'emprise de la Reine des Neiges, Kay retrouve son humanité, et ensemble, ils retournent chez eux. Mais ce voyage initiatique laisse des traces, et l'histoire d'Andersen demeure une réflexion profonde sur la pureté, la souffrance, et la victoire de l'amour sur les ténèbres du monde. L'histoire originale de Réponse, racontée par les frères Grimm, commence de manière bien différente de la version adoucie que l'on connaît aujourd'hui. Un couple vit près d'un jardin appartenant à une sorcière redoutable. La femme, enceinte, voit des plantes de Réponse dans le jardin et ressent un désir irrésistible d'en manger. Son mari, désespéré de satisfaire les envies de sa femme, escalade le mur du jardin pour en voler. Mais il est pris sur le fait par la sorcière, qui est furieuse. Elle lui promet de l'épargner, mais à une seule condition, il devra lui donner son enfant une fois qu'il sera né. Terrifié, l'homme accepte. Lorsque l'enfant, une fille aux cheveux dorés, naît, la sorcière la prend et l'enferme dans une tour sans porte ni escalier. La jeune fille, nommée Réponse, grandit isolée, ne connaissant personne d'autre que la sorcière. La seule façon pour quiconque d'accéder à la tour est d'utiliser les cheveux de Réponse, qui sont incroyablement longs. Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux, dit la sorcière chaque fois qu'elle veut monter. Réponse vit ainsi, loin du monde, jusqu'au jour où un prince, attiré par sa voix enchanteresse, découvre la tour. Le prince, captivé, se met à imiter la sorcière pour entrer. Réponse, n'ayant jamais vu d'homme, est effrayée mais finit par tomber amoureuse de lui. Ils commencent à se voir en secret, et le prince lui promet de l'emmener loin de cette prison. Mais leur plan échoue, Réponse, naïve, révèle accidentellement à la sorcière qu'un homme vient la voir. Furieuse, la sorcière coupe les cheveux de Réponse et l'exile dans un désert. Elle tend ensuite un piège au prince. Lorsqu'il monte la tour, il ne trouve pas Réponse mais la sorcière, qui le maudit. Pris de désespoir, le prince se jette de la tour, survivant miraculeusement mais devenant aveugle en tombant dans des buissons d'épines. Aveugle, le prince erre dans la forêt pendant des années, survivant dans la douleur et le chagrin. De son côté, Réponse vit une vie misérable dans le désert, où elle donne naissance à des jumeaux. Finalement, le prince et Réponse se retrouvent, et ses larmes de joie tombent sur ses yeux, lui redonnant miraculeusement la vue. Ils retournent ensemble dans le royaume du prince, mais le conte ne s'achève pas sur une note parfaitement heureuse. La version des frères Grimm laisse transparaître une certaine noirceur, marquée par la perte, la douleur et le pouvoir de la sorcellerie. Peau d'âne est un conte de Charles Perrault qui, malgré ses apparences magiques, possède une trame particulièrement inquiétante. L'histoire commence dans un royaume prospère, où règne un roi puissant et respecté. Le roi possède un âne magique dont les excréments ne sont pas ordinaires, ils sont faits d'or pur. Grâce à cet âne, le royaume connaît une richesse inégalée. Mais le bonheur de ce royaume s'effondre lorsque la reine, femme belle et sage, tombe gravement malade. Sur son lit de mort, elle fait promettre au roi de ne se remarier qu'avec une femme aussi belle et vertueuse qu'elle. Le roi, inconsolable après la mort de sa femme, finit par être obsédé par cette promesse. Les années passent, et il cherche en vain une femme qui puisse égaler la beauté de la défunte reine. Cependant, aucune prétendante ne semble convenir, jusqu'à ce que son regard se porte sur sa propre fille, qui est devenue une jeune femme d'une beauté éclatante. Pris d'un désir morbide et déterminé à honorer sa promesse littérale, le roi décide d'épouser sa fille. La princesse, horrifiée par cette proposition incestueuse, ne sait comment s'enfuir de cette situation cauchemardesque. Elle se tourne vers sa marraine, une fée, pour demander de l'aide.
la fée conseille à la princesse de demander des tâches impossibles, espérant décourager le roi. D'abord, elle demande une robe de la couleur du ciel. Le roi, pourtant, parvient à la lui offrir. Ensuite, elle demande une robe de la couleur de la lune, puis une robe étincelante comme le soleil, et le roi réalise chaque souhait. Enfin, elle demande la peau de l'âne magique, l'animal qui est la source de toute la richesse du royaume. À sa grande surprise, le roi obéit encore, sacrifiant l'âne pour sa peau. Désespérée, la princesse se drape dans cette peau répugnante pour se rendre méconnaissable et s'enfuit du château. Elle erre dans les bois, méprisée et rejetée par ceux qui la croisent, en raison de son apparence sale et de l'odeur nauséabonde de la peau d'âne. Elle finit par trouver refuge dans une ferme lointaine, où elle devient servante, vivant une vie de misère et d'humiliation. Malgré sa condition, elle garde précieusement ses robes merveilleuses, les enfilant parfois en secret pour rêver à un avenir meilleur. Un jour, un prince du royaume voisin aperçoit Peau d'âne alors qu'elle essaie l'une de ses robes magiques en cachette. Il est ébloui par sa beauté et tombe éperdument amoureux, même sans savoir qui elle est réellement. Le prince tombe gravement malade, obsédé par cette vision de beauté. Ses parents, inquiets, lui demandent ce qu'il désire pour guérir. Le prince répond qu'il veut un gâteau fait par Peau d'âne. La princesse prépare le gâteau avec soin, et, dans la pâte, elle glisse l'une de ses bagues en or. Le prince, en découvrant la bague, déclare qu'il n'épousera que la femme à qui elle appartient. Une grande recherche s'ensuit, et toutes les jeunes filles du royaume essaient la bague, sans succès. Finalement, Peau d'âne est appelée. Lorsqu'elle ôte sa peau d'âne, révélant sa beauté, le prince la reconnaît. Le conte se termine par le mariage de Peau d'âne et du prince, mais l'histoire originale ne cache pas la noirceur de la proposition initiale du roi, ni l'angoisse qui accompagne la fuite de la princesse. Perrault insère une morale qui souligne l'importance de la vertu et de la patience, mais le sous-texte reste dérangeant, abordant des thèmes d'abus de pouvoir, de désir malsain et de survie à travers le déguisement et la dissimulation. Le conte de la princesse et le pois est l'une des histoires les plus célèbres d'Andersen, mais elle contient une réflexion subtile sur les apparences et la vraie nature des gens. Un jeune prince, désireux de trouver une véritable princesse pour l'épouser, part en quête à travers le royaume. Mais malgré sa recherche dans les royaumes voisins, il ne parvient pas à trouver une princesse qui lui semble parfaite. Toutes les jeunes filles qu'il rencontre, bien que nobles et belles, manquent de ce qu'il considère comme la véritable essence de la royauté. Il rêve d'épouser une princesse d'une pureté et d'une sensibilité exceptionnelles. Un soir, pendant une terrible tempête, une jeune femme frappe à la porte du château. Elle prétend être une princesse, mais son apparence fatiguée et son air maladroit poussent les domestiques à douter de ses paroles. Cependant, la reine, déterminée à tester sa véritable identité, décide de soumettre la jeune femme à une épreuve. Elle place un petit poids sous une pile de 20 matelas et 20 édredons, et ordonne à la prétendue princesse de dormir dans ce lit royal, sans lui révéler ce qui se cache en dessous. La princesse, inconsciente du piège, se couche dans le lit. Le lendemain matin, elle se plaint d'avoir dormi extrêmement mal, de sentir une douleur dans son dos. Elle explique qu'elle ne parvenait pas à trouver une position confortable, comme si quelque chose sous les matelas l'avait dérangée toute la nuit. La reine, satisfaite de sa déduction, sourit et confie à son fils que cette jeune femme est bien une véritable princesse, car seule une personne d'une extrême sensibilité aurait pu ressentir le poids sous tous ces matelas. Le prince, convaincu que cette épreuve prouve la qualité de la jeune femme, la prend comme épouse. Mais derrière l'apparente simplicité du conte, il existe une critique sociale plus profonde. En effet, la morale de l'histoire n'est pas seulement que la princesse a une peau délicate, mais que la noblesse et la royauté ne peuvent être jugées que par des critères invisibles, comme la capacité de ressentir des choses que les autres ne perçoivent pas. Cette épreuve, où une simple petite boule de poids devient le test ultime de la vérité, parle de la manière dont les classes sociales et les caractéristiques humaines sont parfois définies par des critères arbitraires et invisibles. Dans un sens plus symbolique, l'histoire invite à réfléchir sur la valeur des épreuves que l'on traverse et comment des caractéristiques comme la sensibilité peuvent parfois être des indicateurs plus importants que l'apparence ou les conditions matérielles. Le fait que la jeune femme se soit plainte d'un simple poids sous les matelas la place non seulement sur un pied d'égalité avec la royauté,
mais aussi comme une figure représentant une noblesse pure et inviolable. Cependant, cette noblesse ne se base pas sur des faits tangibles, mais sur des perceptions de vulnérabilité et de finesse. Dans le conte original, Rumpelstiltskin, ou Nain Tracassin en français, est une histoire de tromperie, de chantage et de conséquences lourdes. Tout commence lorsqu'un pauvre meunier cherche à se faire bien voir par le roi. Il invente un mensonge extravagant, affirmant que sa fille peut filer la paille en or. Le roi, avide de richesses, ordonne que la jeune fille soit amenée au château. Il la conduit dans une pièce remplie de paille et lui donne un ultimatum: si elle ne transforme pas toute cette paille en or d'ici le matin, elle mourra. Terrifiée et sans aucune idée de comment accomplir cette tâche impossible, la jeune fille éclate en sanglots. C'est alors qu'un petit homme étrange apparaît. Il propose de filer la paille en or en échange de quelque chose de précieux. La jeune fille, désespérée, lui donne son collier. Le lendemain, le roi, émerveillé par la quantité d'or, la conduit dans une pièce encore plus grande, remplie de paille, et exige qu'elle recommence. Encore une fois, le petit homme apparaît, et cette fois, il demande son anneau en échange de son aide. La jeune fille accepte, et le miracle se reproduit. Mais le roi n'est toujours pas satisfait. Il l'emmène dans une troisième pièce, encore plus vaste, et promet de l'épouser si elle parvient à transformer toute la paille en or, mais de la tuer si elle échoue. Le petit homme revient une troisième fois, mais cette fois, la jeune fille n'a plus rien à offrir. Il lui propose alors un marché sinistre. Il filera la paille en or, mais elle devra lui donner son premier-né une fois qu'elle sera reine. Désespérée, elle accepte. Comme promis, le petit homme transforme la paille en or, et le roi, émerveillé par cette richesse, épouse la jeune fille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la jeune reine donne naissance à un enfant, le petit homme revient pour réclamer son dû. Elle le supplie de lui laisser son bébé, mais il refuse. Cependant, il lui donne une chance de sauver son enfant. Si elle peut deviner son nom en 3 jours, il renoncera à sa revendication. La reine envoie des messagers parcourir le royaume pour recueillir des noms, mais aucun ne semble être le bon. À mesure que le temps passe, son désespoir grandit. C'est alors qu'un des messagers, en revenant d'un coin reculé de la forêt, aperçoit le petit homme dansant autour d'un feu, chantant fièrement « Aujourd'hui je brasse, demain je cuis, après-demain, la reine aura son fils, et personne ne sait que je m'appelle Rumpelstiltskin. » Le messager rapporte ce nom à la reine, qui l'utilise pour défier le petit homme. Lorsqu'elle prononce son nom, il entre dans une rage folle. Selon certaines versions, il s'enfuit en hurlant, mais dans d'autres, il est si furieux qu'il enfonce son pied dans le sol, s'enlise et se déchire littéralement en deux. Le conte se termine avec une leçon cruelle sur l'importance des promesses et des conséquences, un rappel de la nature impitoyable des accords dans les anciens récits. Un pêcheur, pauvre et humble, vivait près de la mer. Un jour, il attrapa un poisson gigantesque, mais ce n'était pas un poisson ordinaire. Le poisson, en parlant, lui promit d'exaucer un vœu si le pêcheur le relâchait. Le pêcheur, un homme simple, n'hésita pas une seconde et, sans aucune arrière-pensée, le libéra dans l'eau. Cependant, en rentrant chez lui, il raconta son histoire à sa femme, qui, bien qu'ayant une vie modeste, n'était jamais satisfaite de ce qu'elle possédait. Elle, avide de richesse et de pouvoir, ordonna à son mari de retourner voir le poisson et de demander des biens plus précieux. « Demande une maison, dit-elle, et que nous vivions dans le luxe. » Le pêcheur, bien que réticent, retourna à l'endroit où il avait relâché le poisson. Il lui fit part de la demande de sa femme, et le poisson, bienveillant, accéda à cette requête. À son retour, une maison splendide se trouvait à sa place, plus belle que tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais ce n'était pas suffisant pour la femme. Chaque jour, elle devenait plus exigeante, plus avide de pouvoir. Un matin, elle dit à son mari, « Va encore une fois voir le poisson et demande-lui que je devienne reine, car une reine est l'ultime pouvoir sur cette terre. » Le pêcheur, bien que honteux, s'exécuta. Le poisson, fatigué de ses demandes, céda et fit de la femme une reine. Mais cette nouvelle position n'étanchait pas sa soif de pouvoir. Elle exigea que le poisson fasse d'elle l'impératrice des cieux.
Elle voulait régner non seulement sur la terre, mais aussi sur le ciel. Et le pêcheur, tremblant de peur, se rendit une dernière fois auprès du poisson. Cette fois, le poisson, les yeux sombres, n'accorda plus de faveur. « C'est trop, dit-il, et d'un mouvement, il la ramena à la mer. La femme se retrouva dans la boue, sa richesse et son pouvoir disparus, et son mari revint, seul et brisé. Ils retournèrent à leur petite cabane, comme au début. Mais désormais, la femme ne vivait que dans le regret. Elle avait tout perdu dans sa quête insensée. À partir de ce moment, la vie du pêcheur et de sa femme retourna à la pauvreté et à la misère qu'ils connaissaient avant leur rencontre avec le poisson magique. Leur maison était redevenue une simple cabane, leur humble quotidien reprenait son cours, mais les rêves insatiables de la femme ne pouvaient être effacés si facilement. Elle se sentait vide, comme si tout ce qu'elle avait voulu, tout ce qu'elle avait obtenu par ses propres désirs égoïstes, lui avait été arraché d'une manière cruelle et implacable. Chaque jour, elle se tenait près de la mer, scrutant l'horizon avec des yeux vides, comme si elle attendait que quelque chose, ou quelqu'un, puisse venir effacer le poids de sa vanité. Le pêcheur, quant à lui, était abattu, son cœur lourd de regrets. Il se demandait, avec une profonde amertume, s'il n'aurait pas mieux fait de ne jamais libérer ce poisson, de ne jamais céder aux désirs de sa femme. Il vivait désormais dans un silence lourd, brisé seulement par les bruits de la mer battant les rochers. Les vagues, pourtant magnifiques, lui rappelaient la dévastation de leur vie. Mais ce qui était encore plus terrible, c'était la transformation de sa femme. Le regard qu'elle portait sur lui, sur les choses, sur la vie en général, était celui d'une personne perdue. Elle était une âme brisée, rongée par la culpabilité et la douleur d'avoir voulu trop de choses. Le pêcheur, ayant épuisé toute sa patience et voyant la souffrance de sa femme, se rendit compte que la seule solution était d'aller de nouveau vers le poisson. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait exactement, mais il savait que son cœur était lourd, qu'une dernière tentative pourrait peut-être apaiser ses tourments. Le souvenir de la rencontre avec le poisson, la promesse qu'il avait faite à ce moment-là de relâcher l'animal, était encore présent dans son esprit. Cependant, lorsqu'il arriva sur la plage où il avait trouvé le poisson, il n'y avait plus de signe de sa présence. Le vent soufflait fort, et les vagues frappaient les rivages avec une brutalité qui semblait plus forte qu'auparavant. Il attendit pendant des heures, le cœur battant, mais aucun poisson ne vint. Il se rendit compte que, peut-être, il n'y avait plus de retour possible, que la magie de ce poisson avait définitivement disparu. Il ne restait que la dure réalité de leur vie. Au bout de quelques jours, le pêcheur retourna chez lui, dévasté. Quand il arriva à la cabane, il trouva sa femme dans un état encore plus étrange. Elle était là, assise près de la cheminée éteinte, les yeux vides, l'air pluvieux, plus fatigué. Elle ne dit pas un mot lorsqu'il entra. Elle se leva lentement, sans raison apparente, et alla jusqu'à la mer. Le pêcheur la suivit, hésitant, et l'aperçut s'avancer lentement, comme si elle voulait se jeter dans les vagues. Sans un mot, elle se tourna vers lui une dernière fois, son visage marqué par les années de soif insatiable. D'une voix sourde, elle murmura, « Tu vois, nous sommes là où nous étions avant. Rien ne reste de tout ce que nous avons voulu, de tout ce que nous avons perdu. C'est ce que nous méritons. » Puis, sans un cri, elle se laissa emporter par la mer, comme une ombre engloutie dans les profondeurs froides et indifférentes. Le pêcheur, stupéfait, tenta de la rattraper, mais il était trop tard. Elle avait disparu, engloutie par l'océan. Son cœur battait dans sa poitrine, brisé par la vision de la femme qu'il avait aimée, consumé par ses désirs insensés. Il se retrouva seul, avec les échos de la mer pour toute compagnie. La quête de richesse, de pouvoir et de gloire, qu'ils avaient tous deux poursuivie, n'avait abouti qu'à une perte irréversible. Le pêcheur retourna lentement à la cabane, mais il savait qu'il n'y trouverait plus jamais la paix. Le souvenir de sa femme, de ses désirs dévorants et de leur folie partagée, serait désormais son fardeau à porter seul, jusqu'à la fin de ses jours. Le conte du petit soldat de plomb commence dans un atelier, où un vieux menuisier, en fabriquant des jouets, crée un soldat en plomb. Ce dernier, mal découpé et manquant d'un bras, se distingue des autres jouets, mais il a une posture fière et une volonté indomptable. Après avoir été posé sur une étagère,
le soldat observe la pièce, ébloui par les couleurs et la lumière. Mais une jeune fille, en jouant, pose sur lui les yeux d'un amour naïf et le place parmi les autres jouets. Le soldat devient l'objet d'un désir enfantin, mais il ne partage pas cette affection. Il garde sa dignité, indifférent aux caresses. Cependant, un jour, la pièce tombe dans le désordre, et le soldat de plomb est jeté à terre, le bras brisé. Il se retrouve à errer dans l'ombre, ignoré. Alors que la nuit tombe, un courant d'air le pousse à sortir par la fenêtre. C'est là que commence véritablement son aventure, dans un monde où l'on perçoit la cruauté et la froideur de l'existence. Le soldat, toujours droit et fier, se retrouve bientôt face à un énorme rat. Alors qu'il tente de le combattre, le soldat tombe dans un piège. Le rat s'apprête à le dévorer, mais le courage du soldat est sans fin. Plus tard, un enfant l'amène dans un cirque, où il devient une attraction. Bien que réduit à une marionnette, il est placé sur un fil de fer suspendu à une hauteur vertigineuse. Il se balance dans l'air, toujours immobile et inébranlable. Alors qu'il effectue un dernier saut, il tombe dans une flamme, ses jambes fondant sous la chaleur. Mais ce n'est pas la fin de son épreuve. Il se retrouve dans un four, brûlé, un morceau de métal tordu et corrodé. Son sacrifice semble ne mener à rien, et il devient une victime des lois cruelles du destin. Au final, le petit soldat ne devient pas un héros glorieux, mais un être brisé, consumé par la mort, dont la mémoire s'éteint avec la disparition du dernier morceau de son corps, sans même qu'on lui accorde une pensée. Dans ce conte sombre, un père et sa fille, par une froide nuit d'hiver, se retrouvent dans une forêt dense, une forêt qui semble vivante, respirant sous la brume. La jeune fille, à l'âme pure et innocente, marche avec son père, sans savoir qu'elle est sur le point de croiser une force surnaturelle. La forêt, silencieuse et menaçante, semble les avaler à chaque pas. La jeune fille commence à se sentir mal à l'aise, mais elle essaie de ne rien laisser paraître. Soudainement, une voix étrange se fait entendre, forte, menaçante. Le roi des aulnes, une créature mythique, apparaît. Avec un regard pénétrant, le roi des aulnes s'approche de la jeune fille et lui propose de la suivre. Il la convoque, l'attire dans son monde, où le temps s'arrête et où les lois de la nature n'ont plus cours. Le roi, plus qu'un homme, est un être à la fois séduisant et effrayant. D'une voix douce, il la persuade de le suivre, et bien que la fille ressente une terreur intense, quelque chose en elle l'attire malgré tout. Le roi des aulnes, avec sa majesté, l'envoûte peu à peu. La fille, malgré sa réticence, finit par accepter de monter sur son cheval. La magie du roi des aulnes se mêle à ses rêves et à ses peurs. Il l'amène dans son royaume, où il n'y a ni soleil ni lune, où tout est froid et dénué d'espoir. La jeune fille se trouve piégée dans un monde où les frontières entre la réalité et l'imaginaire se brouillent. Mais son père, effrayé, se met à sa recherche, traversant des rivières glacées et des montagnes enneigées. Le temps s'étire, mais il finit par retrouver la forêt. Cependant, tout semble trop tard. La fille a été transformée. Elle est devenue l'une des nombreuses créatures du roi des aulnes, condamnée à errer dans un monde sans fin, sans jamais pouvoir revenir parmi les vivants. Le père la voit, mais il est incapable de la sauver. Elle lui dit adieu, emportée à jamais par les ténèbres du roi des aulnes, comme une âme perdue, prise au piège dans la forêt sans retour possible. Il y a longtemps, dans un petit village russe recouvert de neige, vivait un jeune homme pauvre et sans ressources. Il vivait dans une petite cabane avec son père malade et sa mère vieillissante, à peine capable de subsister. La misère semblait être leur seul destin, un destin sans fin, marqué par des hivers rudes et des étés de labeur. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt en quête de bois pour leur cheminée, il rencontra un vieil homme à l'apparence étrange, presque surnaturelle, qui semblait surgir de nulle part. Cet homme, à la barbe longue et grise, portait un manteau déchiré, mais avec une étrange brillance. Il proposa au jeune homme un marché, lui offrir un manteau magique, qui le rendrait invisible à l'œil humain. Le manteau aurait un pouvoir immense, il permettrait au jeune homme de disparaître dans l'ombre et d'accomplir tout ce qu'il désirait sans être vu ni poursuivi. Séduit par l'idée de pouvoir se débarrasser de sa vie misérable, le jeune homme accepta sans hésiter.
Le manteau semblait léger et parfaitement ajusté, et dès qu'il l'enfila, il disparut à la vue des autres. Ce pouvoir immédiat lui offrit une liberté qu'il n'avait jamais connue. D'abord, il l'utilisa pour voler de la nourriture dans les maisons des plus riches. Il entra sans être vu, s'empara des trésors des seigneurs locaux, et disparut dans les ténèbres. Mais bientôt, ce qui semblait être un don devint un poison. En utilisant le manteau, il se sentit invincible, au-dessus de la loi, exempt de tout jugement. La culpabilité, autrefois présente dans ses actions, disparut peu à peu. L'envie et la jalousie se glissèrent en lui, grandissant avec chaque acte de vol. Mais plus il usait du manteau, plus il devenait obsédé par son pouvoir. Il volait des biens de plus en plus précieux, toujours plus insatiables. Il tua des innocents, commettant des meurtres pour son propre bénéfice, croyant qu'aucune punition ne pourrait l'atteindre. Un jour, alors qu'il pénétrait dans la chambre d'un riche marchand, il aperçut une étrange lueur. C'était le vieil homme à qui il avait fait le marché, qui l'observait silencieusement, comme une ombre malveillante. Au fur et à mesure que les mois passaient, le manteau semblait devenir de plus en plus lourd. Ce n'était plus un vêtement qui le protégeait, mais une prison. Le jeune homme ne pouvait plus se débarrasser de son manteau, il avait fusionné avec sa peau. Il se rendit compte, trop tard, que le pouvoir qu'il avait reçu n'était rien d'autre qu'une malédiction. Son esprit, autrefois empli de rêves d'évasion, était désormais empli de culpabilité, mais il ne pouvait plus retourner en arrière. Le manteau, chargé des crimes qu'il avait commis, était devenu une partie de lui-même. Un soir, alors qu'il se rendait dans la forêt, il sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Il se rendit compte que le manteau l'aspirait, le dévorant peu à peu, comme si le vêtement absorbait son âme. Il tenta de se débarrasser du manteau, mais plus il essayait, plus la douleur était intense. Ses jambes devinrent lourdes, ses pensées se brouillèrent. La forêt l'entoura de son silence froid, et il se rendit compte qu'il n'était plus un homme, mais une ombre errante. Ces derniers mots furent un cri de désespoir, mais personne ne les entendit. Il se fondit dans la nuit, englouti par le manteau qu'il avait voulu comme un moyen d'évasion. Il devint un spectre, condamné à errer pour l'éternité, invisible aux yeux des autres et de lui-même, prisonnier de sa propre ambition. La version la plus connue de La Belle et la Bête nous raconte l'histoire d'une jeune femme belle et gentille, qui, par amour pour son père, accepte de vivre avec une créature monstrueuse en échange de sa libération. Cependant, l'histoire originale de La Belle et la Bête est bien plus sombre, plus complexe et plus tragique que celle que l'on raconte aujourd'hui. Dans l'histoire de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, la Bête n'est pas simplement un homme sous l'effet d'une malédiction, mais un prince cruel et vaniteux, dont le cœur était aussi déformé que son apparence. Un jour, une fée vint rendre visite au prince sous forme d'une vieille femme pauvre et misérable, demandant de l'hospitalité. Le prince, dégoûté par sa condition, la repoussa, ignorant que cette vieille femme était en réalité une fée déguisée. En guise de punition, la fée jeta sur lui une malédiction, il serait transformé en un monstre hideux et détesté de tous. De plus, elle condamna son château à se faner et à se détruire au fur et à mesure qu'il se détériorait intérieurement. Pour briser la malédiction, la fée lui annonça que le prince devait apprendre à aimer véritablement, et qu'il ne pouvait être délivré que par l'amour sincère d'une jeune femme pure et pleine de bonté. Mais la Bête, consumée par la honte de son apparence et son désir de vengeance contre ceux qu'il avait autrefois méprisés, était si solitaire et triste qu'il ne croyait pas en la possibilité d'un tel amour. La Belle, quant à elle, était une jeune fille qui, à première vue, semblait être la parfaite héroïne, mais elle n'était pas sans défaut. Elle était belle, certes, mais aussi naïve et pleine de préjugés sur les apparences. Lorsqu'elle arriva au château de la Bête, c'était pour sauver son père, qui avait été pris en otage par la créature. En échange de la liberté de son père, Belle accepte de rester avec la Bête, mais elle ne cache pas son dégoût et sa crainte de l'animal. Chaque jour, elle se bat contre la terreur que lui inspire son apparence. Cependant, au fil du temps, Belle commence à voir au-delà de la monstruosité extérieure. Elle voit la douleur et la solitude dans les yeux de la Bête, et même si elle n'ose pas avouer l'étendue de ses sentiments, une sorte d'amitié se tisse entre eux. Mais alors que leur relation prend une tournure plus tendre, la Bête, désespérée,
lui propose un marché, si elle accepte de l'épouser, il retrouvera son apparence humaine. Belle, toujours hantée par sa promesse de sauver son père, rejette cette demande, et son refus ne fait qu'accroître la malédiction. Mais les événements prennent une tournure tragique lorsque Belle quitte le château pour revenir auprès de son père malade. L'absence de Belle plonge la bête dans une mélancolie profonde, la rendant malade à son tour. Belle, au fond de son cœur, commence à comprendre que son destin est lié à celui de la bête, mais elle se sent trop coupable d'avoir renoncé à l'amour de cette créature monstrueuse. Finalement, lorsque la bête est sur le point de mourir, elle retourne auprès de lui et, dans un acte de pure tendresse, lui avoue son amour sincère. Ce n'est qu'à ce moment-là que la malédiction est levée. Mais cette fin heureuse a un goût amer. La bête se transforme en prince, certes, mais c'est un homme qui, de par son passé, est hanté à jamais par ses propres erreurs et sa soif de vengeance. Belle et lui s'épousent, mais la transformation physique n'efface pas les traumatismes de leur vie passée. La bête, maintenant prince, est certes redevenu humain, mais il doit encore se réconcilier avec la part sombre de lui-même. Et Belle, bien qu'elle aime sincèrement le prince, porte en elle la cicatrice de son voyage dans ce monde d'ombre et de malédiction. La véritable leçon de l'histoire réside dans la prise de conscience qu'il n'y a pas de rédemption facile. Les fardeaux du passé, la souffrance et la vengeance ne disparaissent jamais complètement. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un royaume paisible. Ils avaient 12 fils et une fille, et leur vie semblait parfaite. Mais un jour, la reine tomba gravement malade. Avant de mourir, elle fit promettre à son mari de ne jamais se remarier à une femme qui pourrait leur nuire. Après sa mort, le roi, accablé de chagrin, céda à la pression et épousa une sorcière, une femme belle et maléfique, qui détestait les enfants du roi. La sorcière, dans sa jalousie, lança un sort sur les enfants. Chaque nuit, lorsque la lune se levait, les princes se transformaient en cygnes et s'envolaient loin du château, disparaissant dans l'immensité du ciel nocturne. La princesse, leur sœur bien-aimée, vivait dans le château, impuissante face à la souffrance de ses frères. Elle se tenait près des fenêtres, les regardant s'envoler sans pouvoir les suivre. Alors que les années passaient, la princesse grandit en beauté, mais elle n'eut de répit. Un jour, elle apprit que ses frères étaient piégés dans une forêt lointaine, condamnés à leur forme de cygne tant qu'une malédiction terrible ne serait pas brisée. La malédiction, selon une vieille sorcière, ne pouvait être brisée que si la princesse gardait un silence total pendant 12 longues années, sans prononcer un seul mot. Forte de sa détermination, la jeune princesse s'en alla, bravant les dangers de la forêt. Elle marcha des mois durant, n'ayant pour compagnie que la douleur de l'absence de ses frères. À chaque étape de son voyage, la forêt semblait se refermer sur elle, les arbres s'élevant comme des murs menaçants. Elle ne se laissa pas décourager, sachant que le destin de ses frères reposait entre ses mains. Dans la forêt, elle rencontra des créatures étranges, et une nuit, une vieille sorcière lui apparut. La sorcière lui parla de la souffrance que sa famille avait endurée. Elle lui donna des conseils pour traverser les épreuves, mais la princesse savait que son seul salut était de garder le silence. Ainsi, elle continua son chemin, souffrant en silence, tandis que la malédiction se resserrait autour d'elle. Chaque jour, elle filait des tuniques d'ortie pour ses frères, mais la douleur de ne pas pouvoir leur parler était insupportable. Chaque nuit, elle se couchait en pensant à eux, se demandant si elle serait un jour capable de briser la malédiction. 12 longues années passèrent. Au bout de cette période, la princesse n'avait jamais prononcé un mot, malgré les épreuves. Mais, juste avant d'achever la dernière tunique, alors qu'elle se trouvait devant l'autel de la sorcière, elle se sentit trahie. La sorcière l'accusa de sorcellerie et la fit capturer. On l'enferma dans un cachot humide et froid, et on la laissa pourrir là, oubliée de tous. Mais au moment où tout semblait perdu, les 12 princes, transformés en cygnes, apparurent et brisèrent la malédiction. Ils se métamorphosèrent en hommes, mais la princesse, trop fatiguée et brisée, s'effondra dans leurs bras. Elle mourut sur le champ, son sacrifice ayant été en vain. Bien que ses frères retrouvèrent leur forme humaine, l'ombre de la malédiction demeura. La princesse se perdit dans les ténèbres du temps, et la souffrance du royaume persista.
Le roi grenouille est un conte qui, bien que souvent réduit à une histoire de princesse et d'animal magique, cache une profondeur sombre et une moralité plus complexe. Dans la version populaire, un prince est transformé en grenouille et doit être sauvé par l'amour d'une princesse. Toutefois, le conte original des frères Grimm est beaucoup plus étrange, menaçant et ambigu. Au début de l'histoire, une princesse perd son bal doré dans un étang et, alors qu'elle pleure sa perte, un grenouille lui propose de la lui rendre en échange de promesses. La princesse, d'abord peu enthousiaste, accepte de le laisser dans son château et de lui accorder une place à la table, bien que dégoûtée par sa forme. Le lendemain, quand la grenouille la suit dans le château, elle cherche à se débarrasser de lui. Mais, pour sa grande surprise, le grenouille devient une créature plus redoutable qu'il ne paraissait, et il exige ce qu'il avait demandé. La demande de la grenouille n'est pas seulement une promesse de gentillesse ou de cadeau. Elle exige que la princesse le considère non seulement comme un invité, mais aussi comme un égal, un compagnon. Et lorsque la princesse refuse de le laisser manger à la même table, il déclare qu'elle doit l'aimer et l'accepter pour ce qu'il est. En se rebellant contre cela, la princesse met en danger l'avenir même du royaume. Le pouvoir de la grenouille semble se manifester par sa capacité à punir ceux qui refusent d'honorer leurs engagements, et cela se traduit par une malédiction qui s'intensifie avec chaque acte de rejet. Finalement, après une série de menaces et de confrontations avec la grenouille, la princesse, dans un moment de colère et de frustration, le jette contre un mur. C'est à cet instant que le sort se brise. La grenouille se transforme en un beau prince, mais il est désormais marqué par la violence de l'acte de la princesse. La joie de la transformation est teintée d'une profonde angoisse. Le prince ne peut oublier la façon dont il a été rejeté et insulté, et il n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. À travers ce conte, les Grimm explorent les thèmes du pouvoir, de la rédemption et des promesses brisées. Le prince, bien qu'il soit transformé et libéré de sa forme inférieure, garde en lui les cicatrices de sa précédente existence. Il ne devient pas simplement un prince heureux, mais un homme hanté par ce qu'il a dû endurer pour gagner l'amour et le respect. Ce n'est pas une histoire de purification par l'amour, c'est une histoire où la violence et la douleur laissent une marque indélébile, et où la transformation physique ne suffit pas à guérir les blessures émotionnelles. Le véritable sens de ce conte est un avertissement, parfois, le prix de l'oubli et du rejet est bien plus lourd que ce que l'on peut imaginer, et les promesses faites dans la hâte peuvent laisser des cicatrices qui ne disparaissent jamais. L'histoire des trois petits cochons a été racontée sous plusieurs formes, mais la version traditionnelle anglaise, qui s'est popularisée au XIXe siècle, comporte des éléments bien plus sombres et violents. Les trois petits cochons, chacun partant de chez leur mère, décident de construire leur propre maison. Le premier cochon, paresseux et insouciant, construit sa maison de paille, pensant qu'elle suffira à le protéger. Le deuxième, plus prudent mais toujours hâtif, choisit de construire une maison en bois, tandis que le troisième, le plus sage et déterminé, choisit de bâtir sa maison en briques, prenant soin de construire quelque chose de solide et résistant. Un grand méchant loup, qui incarne la menace omniprésente et impitoyable de la nature dans de nombreux contes populaires, arrive bientôt. Il se rend d'abord chez le premier cochon et souffle sur sa maison de paille, qui s'effondre immédiatement. Le pauvre cochon, terrifié, s'enfuit vers la maison du deuxième cochon. Mais le loup est implacable et souffle également sur la maison en bois, qui se laisse emporter par la force de son souffle. Les deux cochons s'enfuient à nouveau, cette fois vers la maison en briques du troisième cochon. Lorsque le loup arrive, il essaie de souffler, mais il ne parvient pas à détruire la maison solide. Furieux, le loup tente de pénétrer par la cheminée. Dans la version la plus ancienne du conte, le loup ne se contente pas d'essayer de descendre dans la cheminée, il brûle les deux premiers cochons vivants. En les attirant à l'intérieur avec des promesses de sécurité et de protection, il les tue dans un incendie. Le troisième cochon, cependant, avec sa maison de briques et sa détermination, parvient à vaincre le loup. Il le tue en l'attrapant dans une trappe à l'entrée de la cheminée et le fait cuire. Le loup, ainsi transformé en un dîner macabre, devient un avertissement de la puissance du danger extérieur. Cette version du conte, beaucoup plus brutale que l'histoire édulcorée que l'on raconte aujourd'hui, représente un monde dans lequel la prévoyance et la prudence sont essentielles à la survie, et où la violence peut surgir de nulle part, même sous les apparences les plus rassurantes.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.